Salut à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de 100% basket, comme chaque semaine à 18 h et en direct sur ma télé. Et comme chaque mardi, j'ai le plaisir de co-animer cette émission à mes côtés avec Greg Lambert. Salut Greg, tu vas bien? Jolie chemise. T'as vu ça, oui? C'est une chemise porte-bonheur apparemment. C'est pas la bonne alors que t'aimes bien. Je pense que tu vas devoir ressortir celle il y a quelques saisons, tu vois, de laquelle je veux parler. Au sommaire aujourd'hui, on va revenir sur la 4e défaite de rendu SQBB, cette fois-ci en déplacement au BCM Gravelines Dunkerque. Un nouveau revers, forcément source d'inquiétude à 3 journées de la fin. On découvrira le résumé de ce match, des extraits de conf de presse et Greg analysera avec nous quelques séquences de jeu. En deuxième partie, avec notre invité Thomas Jupin, le président du comité de l'Aisne et entraîneur à l'AG Gauchy. On va parler de R2, mais également de Coupe de l'Aisne, puisque avaient lieu ce week-end les demi-finales. En fin d'émission, je vous donne le nom du gagnant qui a remporté le surmaillot dédicacé par Denain Voltaire et je vous explique également comment gagner une place pour le prochain match du SQBB. Ce sera samedi soir, on en parle dans quelques instants, face au Mans Sarthe Basket. Mais tout de suite, on parle de Betclic Elite et du SQBB qui s'enfonce encore dans cette spirale trop négative. Trop négative, je voulais dire. Greg, samedi soir, après les 30 premières secondes, on a failli y croire. Malheureusement, c'était un beau rideau de fumée. Oui, ils ont bien commencé. Après c'est vrai que Gravelines avait beaucoup d'euphorie et beaucoup plus d'envie, il faut dire ce qui est. Donc, parce que Gravelines sont en embuscade derrière Saint-Quentin pour le play-in. Donc, c'est une défaite qui laisse vraiment un goût amer, cette défaite de Saint-Quentin, parce que ça a vraiment manqué de cohésion collective, d'envie collective. Il manquait beaucoup de choses. Il manquait pas mal de choses, d'adresse également, mais bon, tous ces paramètres-là sont liés les uns avec les autres. Et puis, un manque d'envie d'y arriver ensemble, en fait, de partir au combat ensemble. On va parler de ce match, mais moi je voulais faire peut-être une petite mention spéciale aux supporters du SQBB, vraiment indissolubles avec le club, qui pendant 40 minutes, même avant moins 25, ils ont donné de la voix, on n'entendait qu'eux à la télé. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est vraiment un bel investissement de leur part aussi. Donc il faut aussi le rappeler aux joueurs de Saint-Quentin. Un déplacement comme ça à Gravelines, c'est 40 € par tête de pipe, voire même un peu plus quand tu vas par tes propres moyens, une centaine d'euros. Donc ça se respecte aussi parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui roulent vraiment sur l'or dans ces supporters. On l'avait vu à Chalon-sur-Saône, les supporters avaient tourné le dos aux joueurs du SQBB. Ça n'a pas eu lieu dimanche soir, mais je pense qu'ils n'en pensaient pas moins. Ouais, c'est vrai, moi j'ai cette image-là également, à moins 25 je crois, où tu les entends vraiment scander. T'as l'impression qu'on est tu regardes pas l'écran, tu as l'impression qu'on est devant au score. Ils ont même essayé de nous faire une hola avec des chants. Enfin franchement, à Saint-Quentin, on a de la chance d'avoir de tels supporters. Ouais. Après, c'est pas toujours le cas et effectivement, ils n'ont pas mis une pression négative sur les joueurs et j'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que tout est encore joué. Exactement, on en reparlera dans quelques instants, mais on a vu un SQBB dimanche soir, Greg, qui a joué à l'envers. On ne va pas avoir peur des mots, employer les bons. On a déjoué totalement. C'est ça, avec beaucoup d'individualisme dans les actions. Moi, je le vois parce qu'en fait, on essaye de sélectionner les meilleures actions collectives. On a eu un peu de mal, on ne va pas se mentir, pour préparer cette émission. On a vraiment eu du mal à sortir 3 actions collectives avec des systèmes où tout le monde bouge avec une certaine harmonie et un certain timing. Et on a dû presque se contenter de prendre 3 actions individuelles avec des paniers spectaculaires. Donc, c'est pas ça le but du jeu du basket, je pense. Il y a beaucoup de choses à revoir. Je pense qu'ils ont du boulot pour essayer de remettre tout le monde dans le même rail et ça va être compliqué. On verra les actions tout à l'heure, mais avant de revenir et d'analyser cette mauvaise prestation saint-quentinoise, on va découvrir un résumé de cette rencontre où le SQBB est totalement passé à côté. Derby du Nord, aux dynamiques inverses. Gravelines Dunkerque veut prolonger sa série. Dans une mauvaise dynamique actuellement, le Saint-Quentin Basketball voulait y mettre un terme dimanche soir dans le derby face au BCM Gravelines Dunkerque, en forme actuellement. Après un semblant de bon démarrage, la soirée des Saint-Quentinois va se transformer en un véritable cauchemar et vont subir les foudres des nordistes, bien inspirés à longue distance. Pour Chris Babb, on sort à 2, on va à tout prix éviter le tir à 3 points de Chris Babb, on ne pourra pas éviter celui de Glyn Watson. Après 10 minutes de jeu et un buzzer de bois dur, le SQBB compte déjà 19 points de retard, 33-14. De la ligne à 3 points.
Dans le deuxième quart-temps, rien ne va changer. La grosse adresse nordiste fait plier la défense du SQBB, emmenée par un Chris Babb avec des mains de feu. À la mi-temps, l'écart était maintenu par les Maritimes, 54-37. Chris Babb, il est loin, il est très loin, Chris Babb. Il est surtout tellement culotté. Au retour des vestiaires, le scénario est identique. Les locaux vont surfer sur une adresse extérieure, une nouvelle fois au rendez-vous. 14 sur 34 à 3 points. Chris Babb. Les Saint-Quentinois vont réduire l'écart en toute fin de match pour griffonner quelques lignes de stats, mais rien ne va changer. Le SQBB concède sa 4e défaite de rang, 91-75. Le SQBB voit dangereusement la SIG et le BCM revenir à une petite victoire et devra absolument réagir en assurant dès samedi face au MSB à Pirates, réaction obligatoire. 91-75. Le BCM aura pris l'avantage dans le premier quart-temps et ne l'aura plus jamais lâché, aura compté jusqu'à 26 points d'avance. Bon Greg, on parlait tout à l'heure de cette spirale négative, mais comment, autrement, on peut expliquer ce non-match? Le SQBB devait réagir, ils avaient l'occasion avec une équipe un peu plus faible sur le papier, je m'entends, mais c'est un non-match. L'envie collective, de toute façon, tu le vois, on l'a vu rapidement, hein, l'écart d'envie collective entre Gravelines, qui sont dans la même position que Saint-Quentin finalement, à un match ou 2 matchs près, ils sont dans la même position, donc ils veulent aller chercher les play-in ou les play-offs, mais bon, plus les play-in. Ça va être compliqué les play-offs. Ça va être compliqué, mais et Saint-Quentin qui est dans la même position, et pourtant entre les deux équipes, il y a un gros écart d'envie. Il y a deux dynamiques différentes. Saint-Quentin est dans une mauvaise, Gravelines commence à remonter. Donc, tu as peut-être aussi ce facteur de dynamique inversée qui explique cette mauvaise prestation. Ouais, et puis ça explique aussi les tirs de fou qu'ils ont mis. Hein. Gravelines, ils sont à 75% sur le premier quart-temps, quasiment, avec des tirs de. On a vu Babb, Boisdur, Watson. Babb, 2 ou 3 tirs dans le premier quart-temps, quasiment à 1,50 m derrière la ligne. Voilà, en règle générale, on ne va pas chercher les joueurs si loin que ça. En fait, on va les chercher déjà sur la ligne à 3 points. Donc le gars, il a quand même mis quelques flèches. Mais c'est l'euphorie et c'est aussi la bonne dynamique en fait qui a fait ça, que tu ne vas pas les chercher très très loin. Mais c'est surtout dans le premier quart-temps qui fait mal à la tête côté Saint-Quentinois. Tu l'as dit, une très grosse adresse des locaux. Et à côté de ça, Saint-Quentin, une succession d'erreurs avec un ballon qui ne circule pas bien. Tout ça bout à bout, ça rend les choses compliquées. Hein. Oui, c'est ça, beaucoup d'actions individuelles. Nolan, les 2 leaders offensifs, Nolan Traoré et Robinson, qui jouent un petit peu isolés, l'un avec l'autre. Hein. C'est ça qui m'a choqué le plus, moi. C'est que j'ai trouvé un petit peu qu'il y avait un problème entre les deux. Ils ne vont pas se battre, hein, mais il y a un problème ils n'arrivent pas à se trouver, je trouve. Complémentarité peut-être? Ouais, peut-être complémentarité aussi. Ça peut expliquer aussi pourquoi Robinson a été sorti du 5 majeur pendant quelques matchs, pour essayer peut-être d'équilibrer ça. Mais puis même de communication. Plusieurs fois, l'un essaye de taper dans la main de l'autre, l'autre il s'en va à l'opposé. Est-ce qu'on peut peut-être dire que les têtes sont déjà ailleurs? Peut-être, problème d'ego aussi, problème de stats tout simplement. Quand tu vois à la fin du match où chacun il va un petit peu de son ballon pour griffonner les stats, il y a ça aussi. Ouais, ça fait plus sauvetage statistique, on va dire ça comme ça, que vraiment envie de remonter et de passer devant au score. Donc après, tu regardes le match finalement, bon, là, ils sont à moins 20 dans le premier quart-temps, ou même peut-être un peu plus que moins 20, peut-être moins 22 ou moins 23. Après, sur le reste du match, finalement, ils sont quasiment à l'équilibre. Mais ce début de match, il fait mal. Et on a vu que dans ces 10 premières minutes, Julien Mahé a tout essayé. Des temps morts, beaucoup de changements répétés, mais rien ne va changer la physionomie de l'un. On va le dire, de l'un des pires cartons de la saison, 33-14. Ouais, 33 points, c'est énorme. Rapporté sur 40 minutes. T'as plus de 120 points. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment. Et puis c'est pas du tout dans l'ADN de cette équipe en fait. 132. Ouais, c'est vraiment pas dans l'ADN de SQBB version Mahé. Donc c'est vrai qu'il a essayé des zones presse, des choses, plein de choses en fait des 5 majeurs différents. Ouais, qui n'a pas fonctionné. Problème de communication entre les joueurs, puis de l'envie collective tout simplement en fait. Ils ont tous des rushs en fait pour essayer de remonter, mais le rush il n'est jamais fait ensemble en fait. Donc tu as Kirkwood qui en deuxième mi-temps va essayer de sauver les meubles, limiter la casse. Nolan de temps en temps qui fait quelques rushs pour limiter la casse.
Et comme ça, tu as des périodes des joueurs, Moore qui essayent aussi, et qui essayent vraiment de sauver les mêmes. Mais tout ça, c'est fait de façon individuelle sur des courtes périodes. Pas de façon collective, comme on a pu le voir depuis le début de saison, sur des longues périodes. Donc ça fait tout de suite la différence. On va retrouver justement le coach saint-quentinois Julien Mahé. C'était quelques instants après le buzzer final. On prend la direction de la salle de conf de presse à Dunkerque. Un grand merci à nos supporters qui ont été exceptionnels et une nouvelle fois, et là c'est pas la première fois de la saison, on n'est absolument pas à la hauteur du soutien qui est le nôtre. On ne mérite pas ce soutien-là, mais c'est comme ça montre que c'est quand même un club exceptionnel. Et là, nous sur le terrain, on montre des choses ce soir qui sont assez inacceptables. C'est ainsi, c'est comme ça. On verra, il reste encore 3 matchs. On verra dans quel état d'esprit on est lors des prochaines rencontres. Mais en tout cas, ce soir, il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu match. C'est une équipe qui a très bien joué au basket. Et le premier carton est juste une addition d'erreurs absolument hallucinantes, alliée à une adresse phénoménale. Donc ça donne un match avec un énorme écart ce soir. L'écart est flatteur, parce qu'à la fin, on a des joueurs qui vont marquer leur panier pour que les stats soient moins mauvaises pour eux. Je pense que ce soir, on a rendu la pire copie de la saison, de loin. De toute façon, c'est pas une copie digne de la Betclic ce soir. Bon, voilà. Là, on est quand même en train de voir un excès d'individualisme très très important quand même. Donc c'est chacun son tour. Le premier carton, c'est vraiment, je crois que j'ai rarement vu en un carton autant d'erreurs. Jusqu'à la fin en fait. Et puis en plus on a payé très cher parce que Gravid a été très adroit aussi dès le début, parfois de très loin et jusqu'au bout parce que tu vois, il reste 12 secondes. Je fais rentrer Dominique Olénissac pour qu'on ait la dernière possession, il y a 12 secondes sur la possession. Donc évidemment on va aller au bout. Tout le monde sait qu'on va aller au bout. En tir, il y a 6 secondes. Donc, tous les jours à l'entraînement, tu vois, on s'entraîne avec les 24 secondes, avec le chrono, on joue comme ça. Là, on arrive au match, et donc du coup, 6 secondes, tu donnes la possibilité de contre-attaque. Il marque 4 points, c'est jusqu'au bout, quoi. Et après, un match, c'est long, mais il faut tout changer dans l'état d'esprit, dans la volonté, dans l'agressivité, avoir un petit peu plus d'adresse, hein, parce qu'on a notre meilleur scoreur ce soir qui fait 2 sur 10 et tire 0 sur 5 à 3 points. On a tiré quand même 70 fois ce soir. 70 fois. La saison n'est pas terminée. Je pense pas que la qualification pour le play-in soit terminée ce soir, bien au contraire. Voilà. On reçoit Le Mans, on reçoit La Rochelle, on va à Limoges. Et il nous reste des chances, je pense. Mais évidemment, il faudra jouer d'une façon complètement différente de celle-ci. On va tout tenter, parce que je me battrai jusqu'au bout. Se battre jusqu'au bout, mais également la pire copie de la saison. C'est Julien qui n'a pas mâché ses mots. Greg, peut-être, éventuellement, pour créer un électrochoc auprès de ces joueurs, parce qu'on sait que ces phrases sont ressorties dans la presse, elles retombent dans les oreilles des joueurs, peut-être que c'est pour créer quelque chose. Oui. Après au vu de la déception et puis un peu du langage corporel qu'on peut voir sur ces images-là, on voit que le coach, il n'a pas lâché, même si on sait qu'il va partir. Il est toujours dans le projet, il est toujours dans le navire et il est toujours à la barre du navire. Maintenant, effectivement, on a vraiment des fois la sensation que les joueurs sont partis et qu'ils ont déjà des certitudes sur leur avenir proche, on va dire, de partir et de ne plus être au club. Et on oublie un peu les valeurs du maillot qu'on porte. Et puis ils oublient, ils ont un peu laissé leur esprit de compétitivité au vestiaire. Donc, et ce qui a fait la force de cette équipe jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui peut sauver ça? C'est voilà, il y a le coaching. Mettre les choses à plat, peut-être entre joueurs. On l'a vu cette saison après un match de championnat, ils partaient en Coupe d'Europe. Il y a eu une discussion un soir au restaurant. Derrière, c'est reparti. Est-ce qu'on a besoin peut-être aussi de ça pour relancer, parce qu'il y a quand même encore cet enjeu play-in? Ouais, un moment de cohésion entre eux déjà. Aussi qu'ils prennent conscience, mais je pense qu'ils ont tous conscience que leur efficacité individuelle va dépendre du collectif. Ça, c'est une évidence.
parce qu'il y a, même s'il y a des joueurs qui sont individuellement assez talentueux, ils ne pourront pas faire la différence tout seuls, ça c'est une évidence, et ils risquent de se rater, tout simplement. On a vu plusieurs actions où ils veulent faire la différence individuellement, ils n'y arrivent pas parce qu'ils se font face à un mur, alors que si le ballon avait tourné un petit peu et qu'il était revenu dans leurs mains après, là ils auraient pu faire la différence. Donc c'est aussi cette prise de conscience-là, d'enlever tout ce qui est agent, être vraiment focus sur le truc. Après, voilà, ça peut être un électrochoc, c'est un avertissement ce match. Maintenant, avec frais quand même. Avec frais, mais n'empêche que le calendrier, mis à part Le Mans, qui me paraît très compliqué, tu reçois La Rochelle derrière, c'est quand même jouable. Tu vas à Limoges, qui à mon avis n'aura plus rien à jouer, ni play-in, ni descente à ce moment-là, c'est quand même jouable. Quand tu regardes le calendrier des autres, Chalon-sur-Saône, Nancy, Strasbourg, Dijon et tout ça, ils ont pas des calendriers faciles. Et ils vont rencontrer notamment des gros. On a un peu de chance. Ouais, ils vont rencontrer aussi des gros. Et l'avantage de cette saison, c'est que les gros, en fin de saison, ne vont rien lâcher. Monaco, ils ont juste derrière, ils ont le Lyon-Villeurbanne qui est juste derrière en embuscade. Paris qui est en embuscade. Donc eux, ils ne vont rien lâcher jusqu'au bout, en fait. Ils vont vouloir garder la première, leur place en haut du classement. Donc c'est aussi un avantage. Donc je pense que Saint-Quentin a des bonnes chances de faire le play-in. Maintenant, il faut montrer un autre visage. À nouveau. Éviter de se saborder. Éviter de se saborder et puis se rappeler, voilà, il y a des gens qui sont venus à Rhodes ou je ne sais plus où, là, les supporter. Voilà. À Tenerife. À Tenerife, bon voilà, n'oubliez pas ça les gars, quoi, à un moment donné, et puis tout ça c'est des frais, donc n'oubliez pas qu'il y a des gens qui s'investissent, entre guillemets, pour vous soutenir. Donc, il faut des sacrifices personnels et peut-être professionnels pour aller suivre le SQBB et traverser même l'Europe. On va rester dans ce match et on va découvrir un peu ce qu'on a pensé. William Pfister, le capitaine du SQBB, on retourne en salle de conférence de presse du côté de Dunkerque. Mon match ce soir, on ne fait rien. On joue pas ensemble, devant les supporters, c'est vraiment. Même pour nous-mêmes, c'est inquiétant, je sais pas, mais bon, après ça. On n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Ouais, non, on n'a pas su réagir. Offensivement, on ne se passe pas la balle comme on voulait le faire, comme on arrive à le faire, comme on s'entraîne pour le faire. Et puis ce soir, offensivement, c'est très pauvre. Et puis après. Malheureusement, ils ont eu un bon match aussi, donc voilà. Malheureusement, c'est souvent comme ça. On a souvent eu des bonnes semaines d'entraînement, on est appliqué, on est ensemble, on est intense, on met de l'énergie, et puis quand on arrive en match, on ne reproduit pas ce qu'on fait la semaine, quoi. Donc, Bon voilà, au moins les termes sont posés. Greg, on va quand même analyser quelques séquences de jeu, même si on le disait en début d'émission, c'était compliqué à en trouver, mais on en a ressorti pour peut-être des actions qui sont un petit peu symboliques de cette rencontre. Pas celle-ci, pas la première que Greg va nous présenter. C'est une des rares actions collectives qu'on a pu voir, et c'est Jérôme Robinson à la conclusion. Greg, c'est à toi. Ouais, donc avec Nolan, je crois, qui a la main, donc on peut avancer. Oui, c'est Nolan, absolument. Ouais. On peut avancer, donc ça va être rapide. Donc là, il y a placement avec une coupe de l'ailier, on peut avancer, donc c'est Robinson qui va remonter. Voilà, on passe la balle. Là, il y a un double écran ou un écran au niveau du poste, on peut avancer. Olegiza qui remonte. Voilà, écran de Moore, on peut avancer. Voilà, donc Nolan va prendre un pic de l'autre côté de Olegizac. Et on voit que Robinson va descendre à 0 degré pour créer le déséquilibre. Donc on peut avancer. Voilà, ça circule bien. Voilà, il hésite à prendre le tir, ce qui est assez rare. Normalement, il les prend ceux-là, des fois. Il les prend, mais là, il n'est pas en réussite sur le match. Il a 0,5. Donc on peut avancer avec... voilà. Et puis bon, on va tirer un peu un tir catastrophe. PlayStation. Il y a le talent offensif du joueur, mais c'est pas l'action... rêvé que je pense qu'il s'était dessiné au départ, mais bon, c'est marqué dedans. C'est le talent, c'est pour ça que ça rentre. Ouais, ça. On va enchaîner avec la seconde action qui est, Greg, tu vas être d'accord avec moi, d'ailleurs c'est toi qui l'as sélectionné, qui va être très très représentative de ce match.
une défense saint-quentinoise aux abonnés absentes. Littéralement, Greg, je te laisse nous l'analyser. Ouais. Enfin, l'analyser. Ouais, ça va être rapide, donc on peut avancer. Donc c'est vraiment symbolique un peu de ce match et du manque de communication du moment en fait sur les quelques derniers matchs, mais pas du tout symbolique de la saison, attention. Hein. Donc on peut avancer. C'est vraiment du match, précise, hein. Du match avec Bab qui... Là on va le voir sur les images, Greg, je te coupe. Mais... Là ils sont tous alignés en défense et on voit Fofana là-bas qui est là-bas ligne de fond. Il a le temps de faire une marelle avant de récupérer. À la limite, il fait vraiment attention de ne pas rentrer dans les 3 secondes. Il a mis tout le monde dans le vent. Et là, il y a un manque de communication flagrant entre tous les joueurs. En fait, ils sont tous alignés et voilà, on peut avancer. Et je ne sais pas si on peut rester. On voit l'attitude de Julien, les bras ballants, un peu désemparés. Je pense qu'aussi l'analyse physique du coach, de Julien à ce moment-là, elle est importante parce qu'on le voit totalement. Enfin, voilà. Il comprend pas. Ouais. Bon, après, quand j'ai vu l'action, je me suis dit, ils sont en train de jouer le hors-jeu. Mais... Donc là, voilà, bien sûr, la passe, elle va arriver parce que le Fofana est tout seul en bas. Hop, on peut avancer. C'est juste pour noter, parce que sur un match comme ça, tu ne peux pas ressortir que des actions positives. C'est compliqué. Donc voilà. Vraiment noter ce manque de communication, le fait qu'ils soient un peu perdus, un peu tous sur le terrain finalement. La troisième, c'est une contre-attaque du Saint-Quentin Basketball en fin de match. Malheureusement, c'est trop tard pour recoller au score. Voilà, on a déjà expliqué un peu les paramètres, mais Greg, tu vas nous présenter et analyser un peu, décortiquer même. Ouais, on peut avancer donc avec Roman Daumont qui est un picard, qui en tête de raquette, qui va s'isoler. Là, on peut avancer. Pareil, ça ne va pas être une action très très collective, mais au moins voilà, ça a montré un petit peu l'envie sur la deuxième mi-temps. Donc on peut avancer avec Lucas qui récupère la balle et qui lance tout de suite sur Kirkwood. On peut avancer. Donc il fixe bien et il voit Enzo Charvin qui est en alley-oop. Donc c'est plus une action spectaculaire que collective, même si elle est collective parce qu'il y a une passe décisive. Et puis c'était aussi pour noter, à mon sens, le seul joueur qui a fait une belle prestation. Avec Moore qui s'est battu aussi, mais plus effacé. Mais c'est vrai que Charvin, il a montré, comme Cholet, mais Cholet, il avait joué que 10 minutes, qu'il avait envie, en fait. Il avait envie de se montrer. Il peut avoir sa place. Et qu'il peut avoir sa place, bien sûr. Il a largement sa place en Betclic. Et il fait partie des joueurs qui ont encore des choses à prouver. Donc j'espère que les autres vont reprendre conscience qu'ils ont encore des choses à prouver. Greg, à 3 journées de la fin de la saison régulière de Betclic, le SQBB, on va le dire, et Julien l'a dit en conférence de presse, a encore son destin entre les mains. Mais ce qui est obligatoire, c'est de s'imposer samedi soir à la maison face au Mans, si on veut encore espérer disputer à minima les play-ins, les playoffs. On va pas se mentir, c'est quasi compliqué, quasi fini. Mais les play-ins, c'est encore à portée de main des Saint-Quentinois. Ouais, c'est à portée de main. Et puis, même s'il y a défaite contre le Mans, au moins montrer un autre visage. Le Mans, c'est un gros morceau, attention. Même s'ils ne sont pas en super forme, même si à l'extérieur, ce n'est pas l'équipe la plus redoutable du championnat, c'est une équipe qui est très en forme quand même, le Mans. Donc, ils ont gagné la Coupe de France. Non, ils ont été... Je ne sais plus ce qu'ils ont fait en Coupe de France. Ils ont gagné les Leaders Cup. Ce que je veux dire, on rappelle qu'ils n'ont pas joué en Betclic le week-end dernier, puisqu'ils ont disputé la finale de Coupe de France à l'Accor Arena samedi soir face à Paris. Ils ont perdu, mais ce soir, ils reçoivent Bourg-en-Bresse. Donc, un petit peu plus de fatigue physique pour les morceaux. Ouais, c'est ça. Et puis, ils sont encore en play-off. Ils sont vraiment bien placés pour faire les play-offs. Donc, c'est une équipe qui a encore des choses à prouver, une équipe stable. Puis, ils nous ont battus en finale de Leaders Cup. C'est ça, en demi-finale. En demi-finale, pardon. Donc, oui, c'est une équipe en forme et solide, beaucoup plus solide qu'en début de saison. Maintenant, Saint-Quentin a tout à prouver par rapport au dernier match. Donc, je ne sais pas. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On va le savoir très rapidement dans les 5 premières minutes. On va voir dans quel état d'esprit est Saint-Quentin. On ose espérer quand même qu'à Saint-Quentin, après la déroute à Gravelines et devant son public, le SQB se doit de réagir. C'est pas imaginable autrement. Oui. Après, Saint-Quentin, on parle des 5 ou 5 défaites, je crois, 5 défaites sur les 6 derniers matchs ou 6 défaites. Ouais. Et dans l'autre, tu as quand même à Lyon, tu vas à Monaco, c'est quand même pas des matchs faciles, quoi. On rappelle que Saint-Quentin n'a gagné que 3 matchs de la match retour. Ouais. Après, ils ont gagné Dijon. C'est plus la défaite de Nanterre qui pose problème. Et cette dernière défaite
à Gravelines qui pose problème finalement. Mais après, les autres sont presque logiques. La place de Saint-Quentin, il faut aussi le dire, elle est entre, sur l'historique de la NB, elle est entre le milieu de tableau de Pro B et on va dire la 10e place de Pro A. On n'est pas censé être en play-off en fait, il faut aussi le dire ça. Après voilà, on s'est peut-être aussi habitué on en parlait la semaine dernière avec Anthony, habitué à vivre de belles choses. Bien sûr, et forcément, quand le soufflet retombe, à Saint-Quentin, on est comme ça. Dès que ça retombe un peu, on est un peu déçu, on est un peu attristé et on a envie, même si ce que tu dis est totalement vrai et légitime. Ouais, après, voilà, ils sont censés se battre tous les ans pour se maintenir. C'est ça la vraie place de Saint-Quentin. Et ça, Julien l'a martelé à plusieurs reprises. Voilà, c'est la vraie place. Les playoffs l'année dernière, on est sur des exploits sportifs. Gagner le Monaco, gagner Villeurbanne ou des choses comme ça, gagner à Paris, ce sont des exploits sportifs. Voilà, on n'est pas censé faire ça en fait, tu vois. Ça là, il faut bien comprendre aussi. Donc, il faut relativiser aussi le classement. Ça reste une saison correcte. Pour l'instant, ils sont en play-in. Ils peuvent se qualifier encore en play-in et voilà. Après ce match, après la réception du Mans avec les Hodgins, les Abdoulaye Ndoye, les Noah Penda, un calendrier, on l'a dit, un peu plus allégé pour le SQBB, avec la réception de La Rochelle qui est quasi condamné à la descente en Pro B, un déplacement à Limoges pour lequel ils n'auront peut-être plus grand-chose, voire rien à jouer. Voilà, on a quand même pas mal de billes du côté positif. Ils ont encore les armes dans les mains. Donc à eux maintenant de les utiliser. Et de ne pas se tirer une balle dans le pied, si je peux me permettre. De ne pas se tirer une balle dans le pied. Et puis voilà, de continuer à jouer, de se remettre en question, de se remettre dans l'état d'esprit collectif qu'ils avaient en début de saison, d'oublier la saison prochaine, parce qu'on n'y est pas encore. Essayer de garder un bon souvenir sur Saint-Quentin. Et puis c'est largement possible. Largement. Impossible n'est pas Saint-Quentinois. Largement, non, mais faut aussi positiver. C'est vrai que ce match, il fait peur en fait. Je pense qu'il y a on est forcément inquiet après. Il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui ont stoppé la diffusion à la mi-temps, mais ça peut faire peur. Mais par contre, comme tu disais, ça peut servir aussi d'électrochoc. Donc à eux de l'utiliser correctement. Réponse samedi soir. Greg, comme chaque semaine, Anthony n'est pas là, mais je vais quand même te poser la question, ton pronostic. Il est compliqué celui-là. Ouais, il est hyper compliqué. Honnêtement, c'est ou l'un ou l'autre. Si la salle elle est remplie à bloc, avec une grosse ambiance, si le banc saint-quentinois, je parle de Julien Mahé et son staff, ils sont branchés sur 3000 volts, je pense qu'ils passent. Je pense qu'ils passent parce qu'ils vont vraiment se remettre en question et ils n'auront pas le choix de jouer. Surtout devant leur public, parce que c'est comme une pression supplémentaire. Ouais, ils n'auront pas le choix de se mettre le ventre au sol. Après, il y a des tauliers là-dedans, il faut en parler. Pfister, Boucaud, les tauliers saint-quentinois, Boucaud, Schwartz et un petit peu Nolan Traoré, c'est aussi à eux Et Dominique Olejniczak. Oui, aussi, bien sûr. Et c'est à eux aussi mais je parle de ceux qui ont connu la montée, en fait. C'est à eux aussi de dire, voilà, nous, on a envie de laisser une bonne trace sur Saint-Quentin, donc on ne va pas déconner et on va se remettre au boulot, quoi. Et en tout cas, le Palais Sport, on espère qu'il sera rempli. Restez avec nous après la pub. On vous fait gagner une place pour le match de samedi SQBB Le Mans. Et on va également recevoir dans quelques instants, on va parler basket région. Greg, et tu vas nous présenter notre invité. Donc c'est Thomas Jupin qui n'est pas arrivé encore. Il va arriver, il arrive. Je pense qu'il est en régie avec. C'est Thomas Jupin qui est président du comité de l'Aisne de basket depuis, il le dira tout à l'heure, mais je crois à peu près 3 ou 4 saisons maintenant, et qui a redynamisé un petit peu le comité et remis certains projets en place par rapport au comité. Et puis et ça travaille bien. Le nombre de licenciés dans l'Aisne ne fait qu'augmenter. Et puis maintenant, ils sont en train de rechercher différentes zones, je crois, de l'Aisne pour essayer de développer un peu plus le basket dans certaines zones, notamment l'attirage. Et Thomas nous donnera les réponses dans quelques instants. Pardon. Ne bougez pas, une page de pub et on se retrouve pour la deuxième partie de 100% Basket. À tout de suite. De retour dans 100% Basket pour la deuxième partie et tout de suite on parle basket région. Et on va, Greg, accueillir notre invité, puisqu'on a la chance ce soir d'accueillir sur notre plateau Thomas Jupin, président du comité de l'Aisne de basket et coach à l'ASG Gauchy. Bonsoir Thomas et merci d'être avec nous. Merci à vous deux pour l'invitation. Bonsoir Greg, bonsoir Baptiste. Donc ça fait combien de temps que tu es président du comité de l'Aisne? On va voir si Greg avait bon ou pas. Ouais, 4 ans, enfin 3 ans réellement et 1 an en tant que président par intérim. Ouais.
Oh, ça va, Greg. Ouais, Bonne non, réponse. je Allez, je te la donne, celle-ci. Thomas, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas dans le milieu du basket axonais particulièrement, est-ce que tu peux brièvement te présenter et nous dire qui tu es, ton parcours dans le basket? Mon parcours, alors le parcours de joueur, il a été très très court parce que je me souviens, on jouait ensemble quand on était petit. C'est vrai, c'est vrai. Un basketball. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas, mais bon, j'étais pas très bon sur les parquets, donc j'ai préféré partir. Oh, toi, tu as joué encore un peu pour les sports en N1, je crois. Mais non, je suis très vite passé de l'autre côté sur le banc, et puis bon an, mal an, je suis arrivé à la SG Gauchy, ça fait déjà un petit moment que j'y suis. J'ai fait une petite pige au Saint-Quentin Basketball pour faire un peu de jeune. Mais là, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que je suis l'entraîneur des seniors filles de Gauchy. C'est pas toujours évident, mais on s'en sort. Et du coup, maintenant, tu es aussi président du comité. Comment ça s'est fait? Comment tu en es arrivé là? Alors, comment j'en suis arrivé là? À la base, je suis rentré juste par intérêt parce qu'en tant que membre de la SG Gauchy à l'époque, on m'a proposé d'intégrer le comité de l'Aisne pour aider un petit peu à la commission technique sous l'ère Frédéric Legrand. Et c'était toujours Noël Lesage qui était le président. Et je suis devenu président de la commission technique très rapidement. Et puis malheureusement, pour des raisons qui lui sont propres, le président avait dû quitter ses fonctions et j'ai pas eu le choix de le remplacer au pied levé. Et puis bon, maintenant c'est parti pour un mandat. On verra bien. Greg, une question peut-être? Ouais, le but c'était aussi de redynamiser un petit peu le comité de l'Aisne aussi, au niveau des commissions. Quel était l'objectif que tu as mis en place tout de suite? À l'époque, on voulait faire arriver de la jeunesse, on voulait faire arriver des entraîneurs, on voulait faire arriver des entraîneurs un petit peu plus capés que ce qui était en cours. Là, pour la citer, Marie-Jeanne Ancelin a tenu la commission technique pendant près de 30 ans, elle toute seule, et faisait le boulot de présidente, d'entraîneur et aussi de bénévole. Voilà, grâce à l'aide de mon père aussi, qui était salarié à l'époque. Aujourd'hui, c'est Yvan Raoult qui est conseiller technique. Mais on a réussi à drainer un petit peu de gens qui nous sont venus autour et puis qui nous ont filé un bon coup de main pour aujourd'hui avoir une équipe technique départementale très étoffée. Au niveau de l'Aisne, on en est où au niveau des licenciés, du nombre de licenciés? Est-ce que c'est une évolution? Oui. Est-ce que ça stagne? On a eu très peur sur l'après-Covid. Et au contraire, ça a été l'effet inverse. On a pris quasiment près de 500 licences sur l'après-Covid. Aujourd'hui, le comité de l'Aisne, c'est presque 3300 licenciés. On était ce qu'on appelait un petit comité avant, puisque quand on est 2500, on est considéré comme un petit comité. Aujourd'hui, on n'est plus du tout un petit comité. On est même pris au sérieux et c'est très bien. Les clubs font beaucoup d'efforts. La seule chose qui peut être regrettable, c'est que ces 3300 licenciés-là, on les partage que pour 18 clubs. Donc il y a un petit peu d'embouteillage dans certains clubs et ça peut être malheureux parfois. Est-ce que c'est peut-être, comme le disait Greg avant la pub, l'objectif de développer le basket, tu parlais de la tirage notamment, de développer peut-être de nouveaux clubs, créer de nouvelles structures? Tout à fait, c'est l'une des missions là d'Yvan Raoult, qui est le salarié, conseiller technique, qui est allé jusqu'à Vervins pour visiter les infrastructures, rencontrer le maire, rencontrer les profs là-bas, les profs de sport. Et on va déjà faire une animation pour essayer de dynamiser un petit peu sur le territoire de la tirage, parce qu'on se rend compte qu'il y a un réel intérêt pour le basket en tirage. Si je ne dis pas de bêtises, il y a un seul club, c'est Guise en tirage? On peut considérer Saint-Michel aussi. Bon, allez, Saint-Michel. Ouais, on peut considérer Saint-Michel qui va accueillir les finales de Coupe de l'Aisne. J'allais en parler. Mais oui, en plus, il y a un réel intérêt puisque les gymnases sont pleins tous les week-ends. Donc peut-être, pourquoi pas développer là-bas. Ouais. Il y a beaucoup de licenciés donc, à Saint-Quentin, je crois. Ouais, c'est le SQEBJSC qui a beaucoup de licenciés. Je crois que le plus du comité. Le numéro 1, c'est SQEBJSC. Ouais, en second, Ternier. Ternier qui est pas mal, Gauchy certainement aussi. Gauchy en troisième. Ouais. Ça dit quoi, le sud de l'Aisne, on va dire, à partir de Soissons? Ça se développe bien. Ouais. Ça se développe bien. Là, Belleux, qui était un petit club il n'y en a pas encore très longtemps, aujourd'hui fait des championnats régionaux réguliers, en jeunes et en seniors. Soissons qui en a toujours fait et toujours aussi présent. Villers-Cotterêts aussi qui arrive encore à se développer là, notamment par rapport au camp. Ils vont faire le camp avec l'académie d'Andy Millem encore cet été. Donc ça travaille bien, ça bosse bien, ça avance bien. En fait, si je comprends bien, c'est un travail de longue haleine avec de l'expérience, de la jeunesse au sein du comité pour arriver à développer tout ce que tu viens de dénoncer précédemment. Exactement. Après, c'est aussi la vitrine un petit peu du comité de l'Aisne, c'est aussi les équipes départementales, U13 notamment. Je pense, une des vitrines en tout cas. L'une des vitrines. Ouais, ça fonctionne aussi, ça fonctionne bien. Ça a bien fonctionné ces derniers temps. Cette année, on a été un petit peu déçus du résultat sur le TIC qu'on est allé faire à Caen. Voilà, il y a des années avec, il y a des années sans. Cette année, c'était surtout sur le côté féminin une petite année sans. Maintenant, on peut quand même se satisfaire de ce qui a été fait sur le côté masculin. Il y a quand même 2 gamins qui rentrent au Pôle Espoir. Ça, c'est bien. Alors, on faisait mieux sur les années précédentes, mais là, sur le TIC-U12, on a un bon espoir de faire mieux dès l'année prochaine. On continuera à parler de tout ça après, mais on va également parler, on t'a invité aujourd'hui pour parler de ton équipe que tu coaches à SG Gauchy, puisque samedi en début de soirée, elle disputait la demi-finale de Coupe de l'Aisne face à Bohain. C'est un derby.
toujours très disputé, rempli d'intensité, et on l'a vu samedi soir. Ouais, bon après c'est toujours les deux meilleurs ennemis qui s'affrontent sur le côté féminin, hein. Mais globalement ça se passe bien, ça se passe très bien. Et on a une joueuse, hein, moi je l'ai vu, ton intérieur là, elle déménage. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Elle jouait à haut niveau, hein. Elle a joué en N1 à Franconville quelques années, donc forcément quand elle redescend sur les parquets de R3... On parle de Fabienne Dio-Gigon. Ouais, c'est ça. Exactement. Et avant d'en parler davantage, messieurs, je vous propose de découvrir le résumé en images de cette demi-finale face à Bohain. C'était à 18 h samedi dernier du côté du gymnase Auguste Delaune. Pour ça, faut pas qu'il y en ait que 3 qui courent, faut qu'il y en ait 5. Elles vont pas tenir le coup. Dès qu'on a gagné un ballon, faut courir. Les 5 hein, sur les points de retard, hein. On l'a vu. Hein. Au début, on s'est fait un petit peu peur parce qu'elles étaient devant. Et puis du coup, grâce à la cohésion d'équipe et du groupe et au jeu collectif, on a réussi à repasser devant et puis à bien terminer avec plus 20 points. Ah bah oui, du coup, c'est le derby, donc elles sont juste à côté et depuis toujours c'est comme ça en fait. Donc c'était un très gros match, de l'intensité et puis on les connaît les filles, on a déjà joué même ensemble avec certaines filles de Bohain, on a déjà joué ensemble, donc du coup on se connaît un petit peu, donc on aime bien se taquiner. Le groupe, on s'est encouragé, on s'est soutenu. Et quand on joue ensemble, en fait, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ouais, c'est fini, bravo. Thomas, c'était annoncé une rencontre haute en intensité, Fabienne l'a dit dans le sujet, entre deux équipes qui quand même se connaissent bien, il y en a certaines joueuses qui ont joué ensemble, donc c'est toujours une physionomie de match un peu particulière. Ouais, c'est toujours sympa à regarder, comme elle l'a dit, on se taquine un petit peu, c'est le mot, voilà, il n'y a jamais quelque chose de bien méchant sur le fond non plus. Elles ont parfois joué ensemble ou alors elles se sont affrontées pendant des années et forcément tout le monde se connaît, ça reste un petit monde. Donc là on a vu Fabienne qui est une ancienne joueuse, on va dire, de haut niveau, oui. Hein, donc qui redescend, qui essaye qui rentre dans un cursus de formation d'entraîneur pour essayer d'entraîner notamment les jeunes et les jeunes filles, donc c'est un très bon exemple pour les jeunes filles. Et donc voilà, ma question, donc, là ce qui se profile c'est Soissons en finale, c'est ça, la régionale 1, donc plus compliqué, parce qu'il faut rappeler que ton équipe joue en R3. Ouais. R3, ouais. Bien placé en R3, mais il y a un delta entre les deux équipes. C'est ça, on partira avec 15 points d'avance, on va essayer de les gérer. Alors après, la Coupe de l'Aisne, c'était pas l'objectif principal. Hein. L'objectif principal de la saison, c'était de remonter en Régional 2. On est encore en course, on va essayer de bien le faire. Après, d'ici là, ce sera fini, on sera fixé sur notre sort. Donc oui, effectivement, on n'ira pas à Saint-Michel. On n'ira pas à Saint-Michel sans vouloir gagner. Vas-y, Greg, actuellement, vous êtes deuxième, je crois, du championnat de... On finira deuxième de la poule, quoi qu'il arrive. Donc là, ce qui se profile pour vous, c'est une triangulaire, un tournoi final, c'est ça, pour essayer de monter. On va croiser avec la poule B, d'accord. Là, on finit second de la poule C, on va croiser avec le troisième de la poule B. Voilà, on ne sait pas encore qui, il faut attendre la dernière journée, mais on saura la semaine prochaine. C'était l'objectif de ce début de saison que tu avais fixé à tes joueuses, parce qu'on voit quand même, c'est un effectif assez jeune, hormis Fabienne, c'est des jeunes joueuses. Oui, c'est ça, c'est des jeunes joueuses. On a voulu rajeunir des jeunes, enfin avec des jeunes, pardon, rajeunir avec des jeunes. On a voulu les amener là très progressivement depuis 3-4 ans, c'était la volonté du club et la mienne. Ça se profile bien parce qu'il y a un joli mariage entre 2-3 filles qui ont un petit peu plus d'ancienneté et qui aujourd'hui tirent vers le haut des jeunes filles de 16 ans. Et c'est bien, je trouve que le mariage est sympa sur le terrain en tout cas. Et d'ailleurs, vous avez récidivé le lendemain dimanche, vous avez écrasé l'équipe de Soissons Cuffy, l'équipe 2, oui. 2 victoires en 2 jours. On voit qu'il y a une équipe qui est tenace quand même. Elles mettent du cœur à l'ouvrage, elles ont envie d'aller remplir les objectifs et c'est bien. Moi, je n'avais pas cet objectif-là pour le match de Bohain. Elles, par contre, il ne fallait pas leur dire qu'on n'en avait pas envie. Hein.
On l'a vu sur le banc, hein, tu donnais quand même de ta personne. Hein. Oui, après je me suis laissé prendre au jeu. Ouais, ouais. Bah, la Coupe de l'Aisne, ça a toujours une saveur un peu particulière. Là, on va avoir vraiment une belle finale en féminine. Oui. Ce qui se profile en masculin, on n'a pas encore vraiment l'affiche, mais ça peut être sympa aussi entre Saint-Michel, soit Belleux, soit Gricourt, en sachant que Gricourt est largement favori, je pense. Donc on va avoir des belles finales de Coupe de l'Aisne. Donc ça sera... Justement j'allais l'aborder, parce que dans quelques semaines maintenant, ce sera mi-juin, c'est à Saint-Michel que vont se dérouler les finales de Coupe de l'Aisne. On a eu la chance de recevoir, Greg, le tirage des demi-finales il y a quelques semaines sur ce plateau en direct. Et là, c'est un gros événement que vous allez organiser, c'est beaucoup de logistique. Hein. Alors c'est beaucoup de logistique, surtout pour le club qui l'organise. Alors tous les ans, l'année dernière c'était à Belleux, là ça tombe à Saint-Michel. Voilà, la Saint-Michel en plus va avoir la chance de jouer avec son équipe phare, la plus grosse finale des Coupes de l'Aisne. Donc à mon avis, ouais, il va y avoir quelques étincelles à Saint-Michel. Hein. Ça va pas être trop mal. Comment on organise, tu l'as dit, c'est le club qui organise une partie quand même de la logistique, mais le comité de l'Aisne vient en soutien de cet événement. Voilà, le comité de l'Aisne gère tout le côté sportif, genre l'organisation des matchs, la désignation des arbitres, la remise des récompenses. Voilà, Saint-Michel ne gère vraiment que le côté logistique des entrées et de la buvette. Voilà. Le comité de l'Aisne, c'est une structure amateur, entre guillemets, enfin de bénévoles, je veux dire. Tout à fait. Ouais, à part 2 salariés. À part 2 salariés pour le sportif et puis sûrement l'administratif, tout à fait. Mais le reste, vous êtes combien de bénévoles, tu sais à peu près? 24 élus, mais après si on compte l'équipe technique, on tourne à une trentaine de bénévoles à longueur d'année. Et l'année dernière, on avait organisé le TIC U13, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, dès qu'on ratisse un petit peu large dans les clubs, on arrive à avoir une 60aine de bénévoles qui peuvent travailler sur une organisation de tournoi à 500 gamins. Et avant les finales de Coupe de l'Aisne, il y a un événement qui arrive très prochainement, c'est la fête nationale du mini-basket à Gauchy. C'est ça, ce sera juste après. Ce sera le 21 juin. Je veux voir si tu suivais en fait. Mais bien sûr, heureusement. Mais ça, on en parle aussi rapidement, c'est un gros événement. Il y a tout le département qui est réuni à Gauchy. Oui. C'est toujours une belle journée. S'il y a la météo en plus, c'est encore... Ah oui, voilà, s'il y a la météo, ça nous permet de faire un petit peu de basket en extérieur et puis de pouvoir s'aérer un petit peu l'esprit. Voilà, ça fait toujours du bien de voir des gamins avec des belles pupilles dilatées sur une belle journée de basket. Et peut-être qu'on aura un nouveau Rudy Gobert, parce que Rudy Gobert, à l'époque, il le faisait. Tout à fait. C'était à Terny, tu te souviens? Je me souviens, le tournoi de Kessine. Exactement. Greg, tu avais une question. Ouais. Donc ça concerne qui? C'est les U11, c'est ça Alors ça concerne même à partir de U7. U7, U9, jusqu'au U11. Après, voilà, vraiment toute l'école de mini-basket. Alors sur les U7, on ne fait qu'une petite demi-journée. Sur tout le reste, c'est sur toute la journée. D'accord. Greg, on continue à parler de basket région, mais on parle des garçons maintenant, et plus précisément de la R2. Un second derby avait lieu à Gauchy samedi soir, entre Gauchy et Grécourt. Oui, un match plus avec enjeu pour Grécourt parce qu'ils sont un peu dans la même configuration que toi, Thomas, avec son équipe féminine. Ils doivent rester entre la 2e et la 3e place pour pouvoir avoir un espèce de play-in de fin de saison. Donc, ils avaient vraiment le couteau entre les dents et bon, ils sont 2e. Gauchy est sûr de se maintenir, ils sont plus vers le milieu de tableau. Donc, on a vu un match un petit peu à sens unique qui a duré... on va dire un quart temps, même pas. Ouais. le temps que Julien Lecieux, pour résumer, était sur le terrain. Après, c'est devenu compliqué parce que Julien Lecieux joue à Gauchy. Quand même. Exactement. Et on en parle juste après, messieurs, mais on va découvrir un résumé également de cette rencontre. Nos équipes étaient présentes et plus précisément Esteban pour vous ramener ce sujet que je vous propose de découvrir. Soyez agressif, allez chercher les paniers faciles et en défense, mettez plus d'intensité. Après un mois d'arrêt, je pensais qu'on aurait plus de mal à développer du jeu. Alors c'était pas parfait, on sent bien qu'on est en reprise, mais malgré tout on a réussi à courir, à pas perdre trop de ballons, à mettre nos paniers, donc plutôt satisfait globalement. On ne l'a pas abordé différemment, on ne l'a pas préparé différemment. Pour nous, les 2 matchs qui restaient en fin de saison de championnat, même si on les perdait, on est sûr d'être 2 ou 3e. Donc pour nous, c'est de la préparation pour les playoffs. Voilà comment on les a abordés. On se prépare pour les playoffs, on faut Gauchy ou pas Gauchy, c'est pas le débat. Donc voilà, c'était comme ça qu'on l'a abordé. Je leur dirais bravo pour leur sérieux, voilà, parce que c'est pas non plus tout le temps évident quand il y a de l'écart de rester concentré. Et globalement, on a su être concentré jusqu'au bout. Voilà.
Bon, on le vit bien parce qu'en face c'est trop faible pour que ce soit un vrai derby intéressant. Voilà, on va être clair. Hein. C'est triste à voir ce que je vois de Gauchy, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On jouait le maintien sans objectif particulier. Les deuxièmes et troisièmes vont en play-off. Donc actuellement on va en play-off. Et comme on est deuxième, on joue un troisième. Donc il nous reste un match la semaine prochaine pour rester deuxième. Après les play-offs, c'est du bonus. Mais voilà, on va les jouer pour essayer d'aller chercher une place pour monter. Et puis si on ne monte pas, c'est pas dramatique. Mais on a un bon mois de mai qui se prépare là. Bah justement, là, un match, les play-offs c'est 2 ou 4 matchs. La demi-finale de Coupe de l'Aisne et éventuellement la finale si on passe la demi. Donc on a encore un mois de mai complet. C'est aussi pour ça qu'on a fait une grosse coupure pendant les vacances. Pour recharger les batteries avant la fin de saison. Yes. Thomas, une fin de saison compliquée pour les Gaziacois, même si Greg l'avait dit tout à l'heure, l'essentiel est acquis, le maintien c'est fait. C'est ça, bah, c'était l'objectif principal. Hein. Donc depuis que l'objectif était acquis, voilà, je ne veux pas dire qu'ils sont en roue libre, mais on va considérer que c'est comme ça. Pas loin. Greg, tu disais alors je disais que déjà Gauchy était en bleu. C'est vrai. Ah, ça perturbe ça. Hein. Ça me perturbe. Je fais une crise d'épilepsie à chaque fois que je vois ça. Donc non, mais c'est effectivement c'est essentiel qu'on ait un maximum d'équipes quand même dans les niveaux régionaux les plus hauts. J'espère que Gricourt, sincèrement, on va pouvoir remonter en R1 parce qu'il faut quand même une équipe en R1 régionale 1, vitrine pour les jeunes, les nombreux jeunes qui cherchent à se développer. Et il faut aller chercher le haut niveau régional, c'est le minimum, je pense. Et ils vont terminer la saison régulière la semaine prochaine en déplacement chez leader de la R2 de Chi. Ça va être compliqué. Ils sont capables de bien faire. De bien finir cette saison régulière. On aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler dans cette émission. On voulait également aborder avec toi, Thomas, la collaboration que vous avez avec le camp Rudy Gobert. Alexis Rambourg sera avec nous dans 15 jours, mais vous collaborez depuis 10 ans avec le camp Rudy Gobert. Depuis 10 ans, grâce à Stéphane et Alexis, on est invités tous les ans sur le camp Rudy Gobert. Les entraîneurs du comité le font en partenariat pour faire de la formation d'entraîneurs sur les brevets fédéraux jeunes notamment. Et il y a aussi également une formation d'arbitre qui est dispensée par un cadre technique de la Ligue. Ça fait 2 ans qu'il y a un stage d'arbitrage. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc oui, effectivement, on collabore pleinement et ça depuis le début. Et avec grand plaisir. C'est quand même une fierté d'accompagner le camp Rudy Gobert. Ouais. Rudy qu'on a connu comme ça, au gymnase Schumann. Oui. Et voilà, de pouvoir collaborer avec lui, l'approcher, c'est une fierté. Et de travailler avec lui quelque part. Exactement, c'est une fierté et toujours un plaisir de le revoir tous les ans. Et tant qu'on pourra le faire, je pense qu'on continuera. Greg, on parle également en off du panier d'or. Il y a un panier d'or, donc c'est des épreuves individuelles qui sont un peu ancestrales. Hein. Ça fait des années, je l'ai fait de nombreuses fois, je n'ai jamais gagné. J'ai jamais gagné non plus. J'allais dire, je n'ai jamais gagné non plus. Et je vais le faire cette année, je vais essayer de le faire. Mais oui, c'est pour les jeunes joueurs U11. U10 et U11. U10 et U11, donc moins de 10 ans et moins de 11 ans. Donc bon, il y a du lancer franc, il y a plein de choses techniques. Et donc cette année, ça se passe où? À Guise. Donc vraiment le tirage cette année. C'est ça, ouais, c'était une année comme ça. L'année dernière, on était un peu plus dans le sud, cette année, un peu plus dans le nord. Et ce panier d'or, il y a quelques années, c'est un certain Nathan de Souza qui l'avait gagné aussi, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et il y a aussi, donc, il y a le panier d'or, il y a aussi le challenge Benjamin. Le challenge Benjamin, c'est une épreuve qui se déroule plutôt sur les mois de février-mars. Et tous les ans, à part cette année, comme quoi c'est pour une belle année, on arrivait à mettre un Axonais en finale. Alors c'est plus à Bercy maintenant, ils le font à côté au Stade Français, mais ils vont voir les finales derrière à Bercy de Coupe de France. Et pourquoi pas un jour un Axonais qui prendra un ticket pour aller aux États-Unis. Bon, quels sont les grands projets du comité de l'Aisne, hormis les événements qu'on vient d'évoquer? Les grands projets du comité de l'Aisne, ce serait pourquoi pas d'organiser l'Assemblée Générale Fédérale bientôt. Ça, c'est sur les tablettes, on essaie d'y travailler. Là, aujourd'hui, on va essayer... Préciser un petit peu aux téléspectateurs qui nous regardent, en quoi ça concerne? En quoi ça consiste, pardon? L'Assemblée Générale Fédérale, c'est on reçoit toutes les ligues, tous les comités de France qui se réunissent et voilà, tous les pompes de la Fédé descendent. Là, pour le coup, ils monteraient à Saint-Quentin et pour clôturer l'année puis préparer la suivante. Donc là, ce serait pas loin d'une quinzaine d'hôtels concernés et 500 personnes sur un séminaire. Ce serait une belle publicité pour notre ville.
T'aimes bien te mettre la pression, j'ai l'impression. J'adore ça. Autre chose à rajouter, peut-être, Greg, on va parler championnats nationaux et on commence par les plus jeunes, les U15. Ouais, les U15, donc on en a parlé beaucoup, on les a vus et on a reçu également les coachs de U15 nationaux. Donc eux, ils sont en poule basse, ils vont jouer, ils ont encore 2 matchs, je crois, 2 matchs à domicile. Là, c'est dimanche contre Strasbourg, la SIG. Donc match toujours une importance parce que c'est des jeunes qui ont envie de montrer des choses, même s'il n'y a plus de Final Four ou de titres à aller chercher. Poule haute, j'ai dit poule basse, poule haute, excusez-moi. Et donc, mais toujours un match plaisant à voir avec beaucoup d'intensité. Et puis, donc, ce sera 13h15 à Gamès. Et les U18 ? Et les U18, eux, je crois, alors, je pense qu'il leur reste qu'un seul match à Cergy-Pontoise. Et eux, ils vont jouer, donc eux, ils sont en poule basse. C'est l'équipe de Christophe François qu'on a reçu également avec Jérôme Lavallée. Et eux, ils vont jouer à Cergy-Pontoise une place pour le Final Four, poule basse. Donc un match capital. Donc on ne pourra pas y aller, bien sûr, à Cergy-Pontoise. Mais si tu as envie d'y aller, on sera là par la pensée avec eux pour aller chercher cette place en Final Four. Et bien évidemment, on en parle la semaine prochaine dans 100% Basket, Greg. Exactement. Et ben, on va arriver au terme de cette émission. Mais avant toute chose, 2 petites informations. La première, ce n'est même pas une information, c'est le gagnant du concours pour remporter ce fameux surmaillot dédicacé par les joueurs de Denain Voltaire. Vous étiez très nombreux à jouer avec nous. Je vous rappelle la question, c'était de nous donner le nombre exact de points que Neftali Diffudi avait inscrit sous les couleurs de Saint-Quentin. Est-ce que Greg, à tout hasard, tu as la bonne réponse ? Non. J'ai même pas cherché là. D'accord, ok. Par contre, est-ce que la signature de Liane Philippe est dessus ? Oui, monsieur. Elle est. Alors, je ne sais pas si on va le voir sur l'écran. Elle est juste là, regarde. Parce qu'il a mis un petit buzzer intéressant là, à Laza. À Laza, exactement. Donc, il est là, regarde. Il a de la valeur, du coup. Comme tu n'as pas de lunettes aujourd'hui, je te laisse vérifier, voir si je dis des bêtises ou pas. Est-ce que tu as une idée peut-être de la réponse, Thomas ? Absolument aucune. Ok, d'accord. La bonne réponse, c'était 253 points. Et j'ai même fait le détail. 59 points en Leaders Cup, 129 en saison régulière, 22 en play-off et 43 en Coupe de France, messieurs. On a eu beaucoup de réponses, on a eu quelques bonnes réponses, mais je vous l'avais annoncé que c'était la personne la plus rapide qui gagnerait. Et c'est Guillaume Foulon qui remporte ce surmaillot dédicacé. Félicitations à toi et nous allons te contacter sur Facebook prochainement pour t'expliquer comment récupérer ton cadeau. Greg, je te surveille, tu ne repars pas avec. Hein. Ouais, c'est un double XL, moi. Ça m'irait Si, parfaitement. Ouais. Allez, ok. J'ai aussi ce soir une place à vous faire gagner pour le match SQBB MSB de samedi soir à 18h. Pour jouer, encore une fois, il faut répondre à une question. Quel est le nombre exact d'entraîneurs qui ont officié à la tête de l'équipe première du Saint-Quentin Basketball depuis sa création? Allez, je vous laisse 10 secondes, même pas pour réfléchir et essayer de trouver une réponse approximative. Je commence par Thomas. Il y a 9. Ok. Oh non, plus que ça. Plus que ça ? Oui, beaucoup plus. Je suis dans les 25, moi. Allez. 9 et 25. Je vais acheter les livres d'Éric Jonot. La semaine prochaine. Ouais. Dépêche-toi parce que vous devez donner votre réponse en commentaire sur la publication qui va être en ligne dans quelques instants sur notre page Facebook juste après cette émission. Et le jeu, dépêche-toi, est-ce qu'il s'arrête le 1er mai à 20h. D'accord, je vais déplucher ça et je te donne la bonne réponse. Promis. Allez. Thomas, merci beaucoup de ta présence. Et comme on aime le faire dans 100% Basket, on laisse le mot de la fin à notre invité. Je vais en profiter déjà pour vous remercier vous deux, ne serait-ce que pour l'invitation et puis pour la promotion que vous faites pour le basket tout au long de l'année. Super émission, c'est chouette de vous suivre comme ça tous les mardis. Merci beaucoup. Et merci à toi d'être là. Et puis j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui m'accompagnent au comité parce que tout seul on ne fait pas grand-chose. Et avec une belle équipe, par contre on en fait des belles. Tout seul on va vite, ensemble on va loin. Exactement. T'as vu, c'est beau. Hein, c'est beau. Allez Greg, j'ai envie de te faire plaisir aussi, je te laisse le mot de la fin. Allez, vas-y. Le mot de la fin, c'est aller SQBB, on va dire, parce qu'il faut qu'ils aillent chercher Ça fait 3 mots. Ça fait 3 mots, il faut qu'ils aillent chercher une belle victoire et se réconcilier avec tout le monde samedi soir. Et en tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite aux joueurs de Julien Mahé. On en reparlera forcément mardi prochain dans 100% Basket. Anthony sera de retour. Greg, tu seras de la partie ? Oui, ça c'est sûr. Tu as hésité ? Non, c'est sûr. J'espère venir avec le sourire. On va dire.
Cette émission, vous pourrez la retrouver en rediffusion dans quelques instants, mais également à 22h. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, une bonne semaine, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.